Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bienvenue du coup sur cette nouvelle visio. On est en compagnie de Pascal aujourd'hui, qui est habituellement plutôt à ma place et pas vraiment à la place du présentateur, mais en tout cas on est ravis de l'avoir aujourd'hui pour nous parler d'écologie. Donc cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia. Elle est financée par la conférence des financeurs dans la prévention de la perte d'autonomie et le département des Hauts-de-Seine. Donc, merci à tous pour votre présence et votre participation. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. On entend à peine Annie. Alors, Annie D, est-ce que moi, vous m'entendez mieux? Effectivement, moi, Chloé, j'avais Ouais. baissé le son, en fait, tout à l'heure avec le petit tuto qui était relativement fort. Ouais. Est-ce que vous m'entendez mieux, Annie? Ou sinon, c'est peut-être juste une histoire de volume à régler de votre côté. Le son est OK pour Annie, non. Est-ce que vous pourriez peut-être moduler votre volume directement sur votre ordinateur? Je pense que ça doit venir de là. Parce que de notre côté, il n'y a pas trop de soucis de son. Essayez de voir si ça fonctionne et si jamais vous faites appel à moi, je serai présente tout au long de la conférence pour vous venir en aide si besoin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, certains doivent déjà me connaître, mais je suis Chloé et j'assisterai du coup Pascal aujourd'hui dans la visio. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai présente dans le chat pour vous épauler. Pascal, est-ce que tu me donnes l'autorisation de te couper si jamais on a des questions Il n'y pendant a la... aucun problème. Génial, magnifique. Et je vais laisser du coup Pascal se présenter. Et Alors, merci Chloé. Alors non, vous n'avez pas la berlue, vous ne voyez pas double. Je suis effectivement Pascal, donc habituellement j'épaule nos animateurs, je suis comme Chloé modérateur et aujourd'hui j'ai ma deuxième casquette d'animateur, donc je suis gérant de la société Movadom Allier, mais je suis aussi le cofondateur de l'association Trashbuster, qui est une association basée à Vichy et qui essaime un petit peu partout, donc je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Où je vais en parler peut-être maintenant, donc très rapidement. Trashbuster, en fait, c'est une association locale dont l'activité est de ramasser des déchets dans la nature, donc de nettoyer la nature, de sensibiliser les gens, donc c'est la casquette que je préfère dans cette association-là, c'est de sensibiliser les gens, donc j'interviens régulièrement dans les écoles ou avec des entreprises sur les problèmes écologiques. Et puis le troisième point de cette association, le troisième objet, c'est le fait de créer du lien social, puisque donc nous, on organise des ramassages une fois par semaine, les dimanches matins de 11h à midi. Et à la base, l'association a été créée avant le Covid. À la base, donc, on organisait un petit pot, on se retrouvait, on discutait un peu, de ce qu'on avait fait, de ce qu'on avait ramassé, de ce qu'on avait trouvé. Et ça permettait de rencontrer des gens de tous horizons, socio-professionnels, mais aussi culturels. Donc voilà, c'était un point aussi très intéressant. Alors, je vais prendre le contrôle de la diapo. Donc, si vous nous regardez en replay sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Gwendoline Cotrez. Et puis, si vous avez aimé cette visio, un petit pouce bleu, partagez-la. Et puis, inscrivez-vous pour pouvoir participer en direct, pardon, à nos futures visioconférences, puisque à la fin de la visioconférence, on coupe l'enregistrement et puis il y a un petit temps d'échange avec les participants. Alors, on va démarrer. Donc aujourd'hui, la thématique, alors je suis désolé si c'est pas s'il y a des choses où je vais pas être, très très clair. C'est la première fois que je la fais, celle-là. Je l'ai revisitée il y a pas très longtemps. J'ai finalisé il y a pas très longtemps, donc c'est un sujet très vaste. Donc l'écologie, en termes scientifiques, c'est la science dont l'objet est l'étude des interactions des êtres vivants, de la biodiversité, avec leur environnement et entre eux-mêmes au sein de cet environnement. L'ensemble étant désigné par le terme écosystème. Par extension, l'écologie, c'est également un mouvement de pensée, soit l'écologisme ou l'écologie politique, donc un courant aussi politique, qui s'incarne dans divers courants dont l'objectif commun est d'intégrer les enjeux environnementaux
à l'organisation sociale, économique et politique. Au sens plus général, l'écologie, c'est la protection, enfin, de mon point de vue, c'est la protection de l'environnement, de la planète et de la préservation de la nature pour les générations futures. Parce que c'est quand même pour eux qu'on le fait. Alors, je vais vous parler un peu technique dans un premier temps. Je vais vous parler du réchauffement climatique. Alors, même s'il y a des gens qui nous disent non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, il y a quand même des études scientifiques qui prouvent que la Terre se réchauffe. Mais alors, c'est une bonne chose que la Terre se réchauffe dans une certaine limite. Donc, dans l'atmosphère, en dessous de l'atmosphère, on a des gaz à effet de serre qui forment un espèce de bouclier, une cloche entre l'atmosphère et je ne sais plus quelle couche, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc ces gaz à effet de serre ont un rôle essentiel dans la régulation du climat, puisqu'ils empêchent la chaleur de repartir. En fait, le soleil tape sur la Terre, réchauffe le sol, et par réverbération et évaporation, cette chaleur repart. Mais si elle repartait, toute c'était bien. En fait, si elle repartait, cette chaleur, on n'aurait pas du tout la même température. Donc, sans les gaz à effet de serre, la température moyenne de la Terre serait de moins 18 degrés Celsius au lieu de plus 14 degrés Celsius. Et la vie n'existerait peut-être pas. Cependant, depuis le 19e siècle, avec l'augmentation de l'industrie et tout un tas de choses qui ont fait qu'on a pu consommer beaucoup plus et produire beaucoup plus, l'homme a considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère. En conséquence, l'équilibre climatique naturel se retrouve modifié et le climat se réajuste par un réchauffement de la surface terrestre. En 2015, donc ça c'est des chiffres du GIEC, en 2015, la température moyenne planétaire a progressé de 0,74 degrés par rapport à la moyenne du XXe siècle. Juste par rapport à la moyenne. En été, à la fin du XXIe siècle, elle pourrait augmenter de 1,3 à 5,3 degrés. Donc ça, c'est des projections. Ce qui est quand même énorme, sachant que déjà 0,74 degrés, on le ressent tous. Ensuite, l'année 2020 a été en France métropolitaine l'année la plus chaude de la série par rapport à la moyenne 1960-1990. Donc la moyenne des années de 30 années de 60 à 90, en 2020, on a eu un écart de, je suis allé trop vite, de 2,3 degrés en plus. Cette augmentation de la chaleur, de la température, a d'autres conséquences, puisque ça fait fondre les glaces et les glaciers et les pôles. Donc on a également une élévation du niveau marin qui s'est accélérée pendant les dernières décennies. Et sur la période 93-2010, on a eu une augmentation de 3,2 mm du niveau des océans. Alors, en France aussi, on a constaté que le nombre de journées estivales, c'est-à-dire des températures dépassant les 25 degrés, a augmenté de manière significative sur la période de 1950 à 2010. Et donc c'était il y a 13 ans. Ces 10 dernières années, on a pu constater encore qu'on avait beaucoup de journées à plus de 25 degrés. Ensuite, de 1975 à 2004, à cause de ces réchauffements, l'acidité des eaux superficielles des océans a fortement augmenté leur pH. Je suis allé trop vite. Donc le pH, c'est l'acidité en fait, c'est le potentiel d'hydrogène, et le pH a diminué de 8,25 à 8,14. Donc ce qui perturbe la vie dans les océans, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses sur le monde animal aquatique.
La perturbation des grands équilibres écologiques s'observe déjà. Un milieu physique qui se modifie et des êtres vivants qui s'efforcent de s'adapter ou disparaissent sous les effets conjugués du changement climatique et de la pression de l'homme sur leur environnement. On constate effectivement plusieurs espèces qui ont disparu ou qui se sont raréfiées. Alors, je suis désolé de vous plomber l'ambiance comme ça en début. Je vais essayer de vous redonner un petit peu le sourire un peu plus tard, mais là, on va continuer sur le réchauffement climatique et la catastrophe humaine, puisque effectivement, tout ça, c'est une cause humaine. Le réchauffement climatique, c'est une cause humaine. L'homme produit de l'énergie à partir de matériaux fossiles, donc de matières fossiles, et donc produit du CO2 qui augmente les gaz à effet de serre. Donc, on continue de chauffer un peu plus. On fabrique énormément de produits. On abat des forêts pour avoir de la place pour faire. On abat des forêts pour faire place à des exploitations agricoles ou à des pâturages, ou pour d'autres raisons, ce qui entraîne des émissions. Et puis, une fois que les arbres sont coupés, les arbres libèrent le carbone qu'ils ont stocké. Puisque les arbres, c'est le poumon de la Terre, donc c'est eux qui absorbent le CO2 et qui restituent de l'oxygène. Quand on les coupe, généralement, c'est pour les faire brûler, pour produire de l'énergie. Quand on les fait brûler, ils relâchent le carbone qu'ils ont stocké. Donc on produit encore plus de CO2. Chaque année, on détruit environ, alors je dis nous parce que c'est l'homme, hein, on détruit environ 12 millions d'hectares de forêt. Étant donné qu'elles absorbent le dioxyde de leur carbone, leur destruction limite la capacité de la nature à empêcher les émissions dans l'atmosphère. La déforestation associée à l'agriculture et à d'autres changements d'affectation des sols est à l'origine d'environ un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Je reviens sur la fabrication des produits, puisque le secteur manufacturier et l'industrie génèrent des émissions également, principalement dues à la combustion de combustibles fossiles pour produire l'énergie nécessaire à la fabrication de produits tels que, c'est les plus polluants, le ciment, le fer, l'acier, les composants électroniques, du fait de leur extraction, les matières plastiques, les vêtements et bien d'autres. Ensuite, la production d'énergie, donc je reviens au premier point, la production d'énergie, c'est donc soit pour les entreprises, soit pour se chauffer soi-même, pour vivre dans sa maison. La production d'électricité et de chaleur par la combustion de combustibles fossiles est aussi à l'origine d'une grande partie des émissions mondiales. Ensuite, l'utilisation des transports, donc les voitures, les camions, les navires et les avions, sont pour la plupart alimentés par des combustibles fossiles. Alors vous me direz: «Oui, mais les voitures électriques ou les voitures à hydrogène», eh ben, c'est la même chose. En fait, pour fabriquer de l'électricité, il faut, bien souvent dans certains pays, des combustibles fossiles, pour faire l'électricité. Il faut arriver à la stocker et puis l'hydrogène, l'industrie de l'hydrogène, c'est une des industries les plus polluantes pour arriver à faire de l'hydrogène. En fait, c'est l'hydrogène, on prend de l'eau et par une sorte d'électrolyse chimique, on casse les molécules pour sortir l'hydrogène de l'eau. Sauf que ça nécessite une énorme consommation d'énergie, qui est souvent de l'énergie fossile. Donc les transports constituent une source importante d'émissions de gaz à effet de serre et notamment de dioxyde de carbone. La production des denrées alimentaires entraîne des émissions de dioxyde de carbone également, de méthane énormément pour tout ce qui est animal, et d'autres gaz à effet de serre de diverses manières, notamment, c'est toujours la même chose, hein, on abat des forêts pour faire place à des pâturages et des zones agricoles pour pouvoir nourrir des animaux ou des humains. La digestion des bovins et des ovins crée également beaucoup de méthane. La production et l'utilisation d'engrais pour les cultures et pour l'élevage également, et l'utilisation d'énergie pour faire fonctionner les équipements agricoles, vous voyez les grosses moissonneuses-batteuses, alors c'est pas celles qu'on a dans nos campagnes, hein, qui polluent le plus, c'est plus les usines, enfin oui, c'est des usines, des fermes-usines
Si vous regardez des reportages sur les États-Unis, c'est des hectares et des hectares de champs à perte de vue, ou pareil avec des élevages de bovins. Donc c'est des trucs énormes. Il faut des grosses machines qui consomment énormément d'essence et de carburant. Et puis, une fois qu'on a produit, il faut transporter cette nourriture ou ces matériaux à différents endroits. Et c'est souvent avec des paquebots, des camions, etc., etc. Les bateaux de pêche aussi consomment de l'énergie. Donc voilà, c'est l'ensemble de tout ça. Ensuite, l'alimentation des bâtiments à énergie. À l'échelle mondiale, les bâtiments résidentiels et commerciaux consomment plus de la moitié de l'électricité produite. Étant donné que le charbon, le pétrole et le gaz naturel continuent d'y être utilisés pour le chauffage et la climatisation, ces bâtiments émettent des quantités importantes de gaz à effet de serre. Et ces dernières années, l'accroissement de la demande en énergie pour le chauffage et la climatisation, associé à une augmentation du taux d'équipement en climatiseurs, puisque effectivement, on produit de l'énergie qui pollue, qui fait augmenter la chaleur, donc on a besoin de climatiseurs pour avoir moins chaud, mais ces climatiseurs produisent à leur tour du CO2 et des gaz à effet de serre, donc il fait encore plus chaud. Donc on tourne un petit peu en rond. Donc c'est cet accroissement de la demande pour le chauffage et la climatisation, associé à une augmentation du taux d'équipement climatiseur, ainsi que la hausse de la consommation d'électricité pour l'éclairage, les appareils et les dispositifs connectés. Tout ça, ça a entraîné une augmentation des émissions de dioxyde de carbone liées à l'énergie dans le bâtiment. Le logement dans lequel on vit, généralement, lorsque l'énergie que l'on consomme, le mode de déplacement que l'on utilise, ce que l'on mange, la quantité de déchets que l'on met au rebut, tout ça sont des éléments qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. C'est la même chose avec les biens que l'on consomme, tels que les vêtements, les appareils électroniques, les matières plastiques. Donc les vêtements, on vous en parle souvent dans nos visioconférences sur le tri. D'acheter des vêtements et de ne pas les porter, ben, on les a produits, etc., etc. Et puis le recyclage coûte énormément aussi en énergie. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Une grande partie des émissions mondiales de gaz à effet de serre est donc liée aux particuliers, que ce soit directement ou indirectement, puisque, comme disait Coluche, il suffirait que les gens arrêtent de l'acheter pour que ça ne se vende plus. Il suffirait que les consommateurs arrêtent de surconsommer pour que les industries produisent moins, puisqu'ils perdraient un petit peu moins d'argent à produire moins plutôt que à produire plus et à jeter derrière. Donc, les personnes les plus riches portent la plus grande responsabilité aussi sur ce réchauffement climatique. L'ensemble des plus riches, celles qui constituent le 1% le plus aisé de la population mondiale, donc qui sont également les propriétaires de toutes les industries qui fabriquent, sont à l'origine de plus d'émissions de gaz à effet de serre que 50% de personnes les plus défavorisées. Donc vous prenez la moitié de la population mondiale les plus pauvres et vous prenez le 1% des plus riches, eh ben, ils produisent, enfin, ils émettent autant de gaz à effet de serre l'un que l'autre. Alors, les 50% les plus défavorisés n'ont pas accès à l'électricité, n'ont pas accès à la surconsommation, n'ont pas de supermarché à côté d'eux, donc produisent effectivement beaucoup moins de gaz à effet de serre. Mais ce 1% des plus aisés consomment beaucoup, beaucoup trop. Donc, si on regarde un peu les conséquences des gaz à effet de serre, et c'est l'avant-dernière slide défaitiste. Après, on va essayer de reprendre un peu du baume au cœur et de trouver des solutions. Donc, je vais vous montrer un petit diagramme, en fait, avec, j'ai listé un peu toutes les conséquences. Donc, vous avez la hausse des températures, des inondations, l'augmentation du CO2, la pollution, des sécheresses, des tempêtes, des tornades, des famines, des extinctions d'espèces, la fonte des glaces, des gaz à effet de serre, la hausse du niveau des mers, des dérèglements climatiques et des déplacements de population. Alors, il y a des choses qu'on ne voit pas chez nous.
la famine, moi, je la vois pas à mon niveau. Les tornades, eh ben, jusqu'à la semaine dernière, j'aurais dit, j'en vois pas. Mais à 80 km de chez moi, il y a eu une mini tornade qui a fait d'énormes dégâts en Creuse. Et ça, c'est nouveau, c'est pas des choses qui arrivent, enfin, j'ai jamais entendu arriver avant. Les sécheresses, on est au mois de mars et déjà il y a 15 jours, il y a 7 départements qui étaient en restriction, en alerte sécheresse, et qui s'apprêtaient déjà, début printemps, à mettre des restrictions sur les consommations d'eau. On est au mois de mars, donc février-mars, c'est encore l'hiver. C'est là où les niveaux d'eau devraient être les plus hauts, à la fois dans les ruisseaux, les fleuves et j'ai perdu le mot, les nappes phréatiques. Et là, on est déjà en grande difficulté. Donc il faut faire des efforts un peu partout. Excusez-moi. Donc je vais vous redonner quelques chiffres un peu sur toutes ces conséquences. 20 à 30% des espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. À savoir que l'homme est une espèce animale, donc un jour ça risque de nous arriver aussi. Les événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus nombreux. On a des vagues de chaleur qui arrivent très fréquemment, des submersions marines aussi, et puis beaucoup de sécheresse des sols. Les productions agricoles sont en baisse un peu partout sur le globe, dû à ces vagues de chaleur et à cette sécheresse des sols. Il y a des risques sanitaires qui sont accrus en raison de l'avancée des insectes vecteurs de maladies. Insectes ou alors autres vecteurs de maladies. On a eu le Covid, je pense que c'est aussi une conséquence du réchauffement climatique et de l'action de l'homme sur un peu beaucoup de choses. On a également le fait de la fonte des glaces. On a des virus qui étaient enfouis depuis des millions et des millions d'années, qui étaient prisonniers de ces glaces. Le fait que ces glaces se fondent et que ce qui est contenu dedans, l'oxygène contenu dedans se libère, peut aussi provoquer des nouvelles maladies. La montée du niveau des océans, plus le réchauffement et l'acidification des eaux. Donc voilà, tout ça produit beaucoup de conséquences négatives. Alors je pourrais vous parler de chiffres pendant 1 heure, voire plus. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site du gouvernement qui vous renverra sur écologie.gouv.fr. Vous avez quelques informations, et sinon sur le GIEC, vous avez également des informations et des chiffres assez effarants. Donc, puisque une image vaut mieux que 1000 mots, donc voilà, vous avez des incendies qui détruisent des forêts, des sécheresses qui saccagent les récoltes, des inondations qui réduisent à néant des villages. Alors ça, c'est des villages très loin, mais ça arrive en France maintenant. On détruit les champs, on détruit les barrières protectrices, on détruit tout un tas de choses. On construit beaucoup de routes, donc on fait des sols qui n'absorbent plus, qui ne peuvent plus absorber de l'eau. Et du coup, dès qu'il y a une petite montée d'eau, ça fait des catastrophes terribles. Donc à nous d'agir. Il y a différentes manières de protéger la nature. Ouais, Pierre, effectivement, toutes ces annonces jettent un froid malgré le réchauffement, effectivement. Très bon mot, très bon jeu de mots. Donc il y a différentes manières de protéger la nature. Donc là, j'ai mis une image à vous d'imaginer un peu tout ce qui peut être fait pour se réconcilier avec la nature. J'adore cette poignée de main avec une branche. Alors le gouvernement nous incite déjà à faire quelque chose, nous a incité cet hiver, mais c'était plus sous prétexte de la guerre en Ukraine et de risque de manque d'approvisionnement d'énergie.
On nous disait de baisser un peu la température, de couper les appareils électriques. Alors c'est bien pour la guerre, mais c'est bien aussi pour l'écologie. Si on chauffe moins, on produit moins de gaz à effet de serre, de CO2. Si on consomme un peu moins d'électricité, ben pareil, les centrales, elles turbinent un peu moins, donc elles consomment un peu moins d'énergie et produisent moins de gaz à effet de serre. On nous parle aussi covoiturage. Bah, c'est très bien le covoiturage, c'est écologique, il y a moins de véhicules sur la route, c'est plus silencieux, enfin, il y a que des avantages. Se tourner vers les énergies renouvelables, c'est-à-dire les panneaux solaires, bien que les panneaux solaires, si on y réfléchit bien, il faut les produire, donc ça consomme aussi de l'énergie. Alors, je pense qu'il y a des rapports là-dessus sur le fait, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir des panneaux solaires ou pas les produire? C'est comme les voitures électriques. En fait, une voiture électrique, il y a des études qui montrent que c'est plus écologique au-delà de 100 000 km, puisque il faut beaucoup plus d'énergie pour produire surtout les batteries. Et donc, la rentabilité, le point zéro du neutre carbone, il est à 100 000 km. Donc, si vous achetez une voiture électrique pour faire 1000 km par an, je pense que c'est pas très intéressant. Donc, faut réfléchir à tout ça et trouver un petit peu des solutions alternatives. Donc, je vous disais, se chauffer un petit peu moins, économiser l'eau aussi. Économiser l'eau et leur contenant. Donc, pour ceux qui sont directs, là, moi, je bois de l'eau qui est dans une gourde. C'est de l'eau du robinet. Ça évite. Alors, moi, je suis à Vichy, donc je suis à côté de l'Auvergne. En Auvergne, on a Volvic. Volvic qui extrait l'eau du sol pour la mettre dans des bouteilles et l'envoyer aux quatre coins du monde. J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'ils avaient même créé, enfin pas Volvic, mais qu'il y avait des gens qui ont créé des bars à eau où on ne boit que de l'eau, mais de l'eau en bouteille qui vient de partout dans le monde. Voilà. Et ils vendent ça à des fortunes, évidemment. Mais donc la petite bouteille d'eau qui vient de Volvic, eh ben, ou d'autres sources, hein. Elle est pompée, elle est stockée dans des bouteilles en plastique, donc il faut produire ces bouteilles en plastique qui sont des déchets. Il faut ensuite la transporter, donc on génère du CO2, enfin tout un tas de choses. Voilà. Il y a plein d'endroits où l'eau du robinet est suffisamment pure pour être bue. Et puis, il faut aussi savoir que l'eau en bouteille, souvent ce que les gens font, c'est qu'une fois que la petite bouteille, alors je parle des petites bouteilles des 25 ou des 33 hein, en plastique, quand elle est vide, on la re-remplit au robinet, puis on s'en sert plusieurs fois. Sauf qu'au bout d'un moment, ce plastique se désagrège et ça peut provoquer des dégâts, puisque le plastique va partir en petites particules fines et ensuite être ingéré par l'être humain. Donc ça, c'est des chiffres que je vais donner aussi un petit peu après, de toutes les cochonneries qu'on consomme et qu'on avale sans le savoir. Autre point pour protéger la nature, pour faire un petit effort, consommer moins. Donc ça, je vous en parlerai aussi. Et puis, manger moins de viande, puisque la production de viande est l'industrie qui consomme le plus, qui pollue le plus. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux revenir comme on était? Alors j'en parlais avec mon papa quand il était petit ou avec mes grands-parents. À l'époque, ils mangeaient de la viande une fois par semaine quand ils tuaient une bête à la ferme et qu'ils se partageaient ça entre les voisins ou autour. Et c'était de la bonne viande qu'on mangeait moins souvent, mais on mangeait de la bonne viande. Aujourd'hui, on mange de la mauvaise viande très souvent et du coup, c'est peut-être pas très, très bon, ni pour la santé, ni pour le goût. Allez, on passe un petit peu sur les points positifs. Donc, je vous ai dit, moi, je suis cofondateur et trésorier d'une association écologique qui ramasse des déchets sur Vichy et les communes autour de Vichy. C'est rien, mais je vais vous passer une petite vidéo. Donc, la question que souvent on me pose, c'est à quoi ça sert ce que vous faites, vu qu'il y en a plein qui jettent les déchets?
vous les ramassez, c'est pas votre boulot. Enfin voilà, on entend des choses négatives très régulièrement. Donc la question, c'est à quoi bon agir si personne ne fait pareil? Donc je vais vous passer une petite vidéo très courte de Pierre Rabhi. Donc Pierre Rabhi, c'est un essayiste, philosophe, romancier, agriculteur, conférencier, écologiste français, qui est le fondateur du mouvement Colibri et qui est une figure représentative du mouvement politique et scientifique de l'agroécologie en France. Voilà, effectivement, Pascal la part du colibri, donc il va nous raconter l'histoire du colibri. Voilà, il fait sa part. Si chacun agit, de son côté, si chacun fait un petit geste, l'ensemble peut à la fois être utile pour la Terre, mais également montrer à nos politiques, puisque c'est eux qui décident aussi, montrer à nos politiques l'impact qu'on peut avoir. Et si tout le monde le fait, peut-être qu'ils arriveront à changer un petit peu la donne. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon activité de ramassage de déchets. Donc, la durée de vie des déchets dans la nature. Donc, ça, c'est des choses qu'on trouve régulièrement quand on fait des ramassages. Du papier toilette, parce que dans la forêt, il y en a qui ont des besoins pressants et ils jettent le papier toilette usagé. Donc, ça se décompose dans la nature entre 2 semaines et 1 mois. Donc, ça, c'est plus ou moins écologique, hein, c'est du papier qui se décompose et c'est de la boîte de cellulose et ça revient à la nature. Ça sert à faire du compost. Un trognon de pomme, c'est pareil, ou des pelures de fruits, ça se décompose dans la nature. Une brique de lait, par contre, ça a une durée de vie de 5 mois. Une brique de lait, c'est du carton, du plastique et de l'aluminium. Donc c'est des choses qui polluent. Et même si ça se désagrège, donc la durée de vie des déchets dans la nature, ça se désagrège dans la nature, mais après, ça reste en petits morceaux qui deviennent autre chose. Les journaux aussi, donc ça, c'est pas trop polluant, à part l'encre qui peut être un peu toxique à l'intérieur. Ensuite, un des produits les plus polluants, c'est les cigarettes, les mégots de cigarettes. Un mégot de cigarette, ça met entre 1 et 2 ans à se décomposer dans la nature, mais un mégot de cigarette, ça pollue 500 litres d'eau. Un seul mégot. Donc quand vous avez même ne serait-ce que des cendriers qui sont dehors sous la flotte, on écrase son mégot dans le cendrier, on se dit c'est bien, j'ai fait mon geste. S'il pleut au-dessus, l'eau va s'infiltrer, va partir dans les égouts et ça pollue 500 litres d'eau. Donc moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que vous trouvez que le prix de l'eau, il augmente, votre facture d'eau, elle augmente tous les ans. Parce qu'il faut traiter de plus en plus l'eau qu'ils reçoivent avant que ça soit redistribué dans les réseaux urbains. Si on élimine un peu les polluants à la base, peut-être qu'il y aura moins à traiter et du coup, ça coûtera beaucoup moins cher. Donc les mégots, il faut savoir qu'il y a des entreprises qui les dépolluent. Alors il y a plusieurs façons de les éliminer, ces déchets. Il y a des gens qui les font brûler à très haute température et derrière, il y a des filtres à particules qui sont censés récupérer les petites toxines qui vont dans l'air. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Il y a des entreprises qui ont révolutionné ça il n'y a pas très longtemps. Avec un solvant non toxique, ils arrivent à extraire le jus un jus des polluants qui se trouvent dans le mégot, pardon.
et avec le tissu qui est enfin la matière du mégot, c'est de la ouate de cellulose, donc c'est du coton. Ils arrivent à fabriquer des doudounes, des doublures pour des doudounes, donc l'isolant à l'intérieur, ou alors des plaques isolantes pour les maisons. Et tout ça a été testé et c'est totalement non toxique. Donc c'est peut-être une solution. Le problème, c'est que ça coûte cher et que le principe pollueur-payeur n'est pas encore totalement appliqué à l'industrie du tabac. Donc voilà, donc ça on pourra en reparler après si vous avez des questions. Ensuite, ce qu'on a aussi, c'est les papiers de bonbons, très souvent, ou les chewing-gums. Alors les chewing-gums, c'est fabriqué à base de pétrole. Et ça met 5 ans à disparaître dans la nature. Une boîte de conserve en métal, ça met 50 ans en moyenne. Un pneu, c'est une centaine d'années avant que ça ne ressemble plus à rien. Une canette en aluminium, c'est entre 100 et 500 ans. Et ça, je vous en parlerai après des canettes en aluminium. Une pile au mercure, c'est 200 ans dans la nature, plus la pollution du mercure à l'intérieur qui va aller dans les rivières. Les couches jetables et les sacs plastiques, alors sacs plastiques qui sont maintenant interdits, mais on en a consommé beaucoup pendant très longtemps, c'est entre 400 et 450 ans pour que ça se désagrège dans la nature. Une bouteille en plastique, c'est entre 100 et 1000 ans. Une carte SIM ou une carte bancaire, c'est 1000 ans également. Et puis, si vous jetez une bouteille de verre dans la nature, c'est entre 4 et 5 000 ans pour que ça disparaisse. Alors Sylvia, vous nous dites effectivement que le mieux pour les mégots, ça serait de ne pas fumer. Ça marche pour tout en fait. Le déchet le plus facile à éliminer, c'est celui que l'on ne produit pas. Donc je vais vous donner des petites techniques après. Alors il y a des gestes simples. Donc nous, on fait des ramassages. Faites-le aussi. Il y a 15 jours, je suis allé me promener avec ma chérie au bord de l'Allier, à Vichy, en se disant, tiens, on va dans un endroit calme, qui a été transformé en piste cyclable où il n'y a pas beaucoup de passages. Et quand on est arrivé, on a commencé par voir 2 canettes au bord de là où on était garé. Donc on a dit, allez, on prend un petit sac en plastique, on va récupérer les canettes. On a pris un sac plastique chacun et au bout d'1 heure, les 2 sacs étaient pleins. Et on a continué de se balader et on en a ramené encore dans les mains jusqu'à ce qu'on puisse récupérer on a fait un aller-retour et on a récupéré nos sacs plastiques et on avait presque 10 kilos de déchets à 2 en 1 heure. Donc, quand vous allez vous promener, vous prenez un petit sac, un sac poubelle, et puis vous mettez une paire de gants éventuellement ou un gant, et puis vous ramassez un peu les déchets que vous trouvez, et puis vous allez les jeter dans la poubelle à côté quand vous rentrez. Alors, il y a un geste aussi qui est très facile à faire pour tous, c'est le tri. Donc depuis le 1er janvier 2023, le tri, donc les bacs jaunes ou les sacs jaunes, se fait uniformément en France. Avant, il y avait, suivant le secteur, suivant le département, suivant la commune, il y avait des modes de tri différents. Quand vous déménagiez, il fallait tout réapprendre. Et puis on a vu aussi, alors moi je l'ai vécu à côté de chez moi dans le Puy-de-Dôme, quand ils ont mis en place le tri. En fait, on a fait comme comme très souvent en France, on a mis la charrue à l'avant les bœufs, on a mis des sacs et des bacs de tri à disposition des particuliers, mais on n'avait pas construit l'usine qui pouvait retraiter ces déchets triés. Donc on avait le camion en fait qui passait ramasser les poubelles jaunes, et puis après il passait ramasser les poubelles noires et il emmenait tout au même endroit. Donc il y a des gens qui s'en sont rendus compte et qui depuis se disent ah bah ça sert à rien de trier puisque ça va tout au même endroit. Donc sachez que depuis le 1er janvier 2023, il y a des usines qui sont construites partout qui retraitent tous vos déchets. Donc la méthode de tri, c'est très simple. Dans le bac jaune ou dans le sac jaune, vous mettez tout ce qui est emballage. Vous cherchez pas plus loin, c'est emballage. Emballage plus papier et carton, sauf si vous avez des bacs chez vous spéciaux pour le papier ou le carton.
Alors, c'est effectivement écrit un petit peu petit sur la diapo. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans la barre de conversation à noter. La question qu'il faut que vous vous posiez, c'est: est-ce que c'est un emballage? Donc, vous mangez, vous faites un sandwich avec une tranche de jambon. Vous ouvrez la barquette de jambon. C'est un emballage. Une fois que vous avez fini le jambon, vous le jetez dans la poubelle jaune. Attention, il ne faut pas imbriquer les emballages. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et il faut également dissocier les emballages. Un truc qu'on trouve très souvent dans la nature, c'est les paquets de cigarettes vides. Un paquet de cigarettes, c'est 3 matériaux différents. Vous avez un petit cellophane en plastique à l'extérieur. Ensuite, vous avez le paquet de cigarettes en carton. Et à l'intérieur, vous avez un film aluminium pour protéger les cigarettes. Donc, il faut décomposer ces trois matériaux parce que sinon, dans l'usine de tri, en fait, vous avez des systèmes de soufflerie pour éliminer ce qui est léger et ce qui est gros. Ensuite, vous avez des lasers qui détectent les matériaux. Quand le laser va détecter cellophane plus carton plus aluminium, je ne sais pas retraiter, donc j'écarte et ça sera brûlé. Alors que si vous écartez, vous dissociez les trois, le carton sera suffisamment gros pour être réutilisé et revalorisé et refaire de la pâte à papier ou du carton. L'aluminium pourra potentiellement refaire de l'aluminium. Le filament plastique, lui, par contre, il est trop petit, trop léger pour être revalorisé. Donc, il sera sûrement incinéré pour produire l'énergie pour une entreprise qui est à côté. Mais il vaut toujours mieux ça que ça soit brûlé dans cette usine-là, plutôt que ça soit jeté dans la nature. Ensuite, vous avez tout ce qui est verre. Donc, les bouteilles et les bocaux en verre. Attention, pas la vaisselle. Les verres de vaisselle, c'est pas le même verre, ça ne va pas dans les containers. Donc, vous avez soit des bornes avec des trous et vous passez la bouteille dedans, soit vous avez des bornes qui sont enterrées. Il y en a de plus en plus maintenant. Et c'est le même principe, vous jetez votre verre. Le verre, c'est le seul matériau qui est recyclable à vie, éternellement. Une bouteille en verre, vous la jetez dans ce container, ça va être chauffé, refondu et ça va refaire des bouteilles en verre. On a dans le temps, on avait des consignes pour ces bouteilles. Vous achetiez vos bouteilles de vin au supermarché ou chez le marchand de vin, vous rapportiez vos bouteilles vides et on vous redonnait un petit peu d'argent. Il y a des entreprises qui commencent à faire ça. On le fait aussi avec les bouteilles en plastique. Alors, les bouteilles qu'on ramène, c'est des bouteilles qui vont être lavées et réutilisées. Je suis pas sûr que ça soit très écologique, en fait. Achetez de préférence dans du verre. Vous avez également des sociétés qui vous proposent un peu comme le système de vrac, de vous re-remplir vos bouteilles. Ça coûte un peu plus cher, mais au final, c'est un geste énorme pour la planète, puisque si vous ramenez pardon, si vous ramenez votre bouteille, je vais donner une marque au hasard. Si vous ramenez votre bouteille d'eau de Perrier, que vous êtes à Paris, que vous la mettez dans la consigne, vous gagnez 5 ou 10 centimes par bouteille. Cette bouteille va être collectée, va être transportée jusqu'à Lunel. Donc, si vous êtes à Paris, Lunel, c'est tout en bas, à l'usine de Perrier, pour être nettoyée. Donc, on va gaspiller de l'eau pour la nettoyer, des détergents, et elle va être remplie. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce système de recyclage va être valable 2 ou 3 fois parce que le plastique à l'intérieur se désagrège et après, vous risquez en fait d'ingérer ce plastique. Alors, pour la petite histoire, il y a des chiffres qui ont montré que l'être humain, alors le français moyen, parce qu'en Afrique, je ne pense pas que ce soit le cas, dans les pays les plus pauvres, le français moyen ingère l'équivalent d'une carte de crédit de matière plastique par an. Tous les ans, on mange l'équivalent, le poids
d'une carte bancaire en plastique. Et il y a des études qui ont montré très, très récemment que les particules de plastique étaient de plus en plus petites et commençaient à passer au niveau du sang. Donc, elles arrivent à passer la barrière, soit des poumons, soit des intestins, et arrivent dans le sang. Quand on voit qu'il y a un 7e continent qui existe sur l'océan, qui est un agglomérat de microplastiques, est-ce que quand on aura une certaine quantité de microplastiques dans le corps et dans le sang, ça va pas faire la même chose, et créer un petit caillot à un endroit et provoquer d'éventuels AVC dans les circuits sanguins les plus petits? Également dans le cordon ombilical, effectivement. On a des bébés qui naissent et qui ont déjà des déchets dans le corps alors qu'ils ont jamais rien mangé de leur vie. Tout ça parce que c'est transmis par la mère. Donc les autres déchets, vous avez, donc ça, c'est quelque chose qui sera obligatoire à partir du 1er janvier 2024, le compostage. Donc tout le monde devra avoir un compostage et tous ces déchets, ce qu'on appelle les déchets verts, donc les déchets organiques, devront être mis au compost. Alors soit vous avez un jardin et vous avez l'obligation d'avoir un composteur chez vous, soit vous vivez en appartement avec une terrasse et vous pouvez mettre un lombricomposteur ou un autre petit composteur. Ou alors, les villes installent des containers de biocompost. Et derrière, donc vous avez un petit seau et puis vous allez jeter ça dans la rue, un peu comme vous jetez votre verre ou vous jetez vos déchets jaunes, vos déchets de tri si vous n'avez pas de container chez vous. Et ensuite, c'est récupéré et ça sert soit à aller dans une usine de biométhanisation, soit ça sert à faire du compost pour des industries agronomiques. Et puis, vous avez tout ce que vous ne savez pas où jeter, vous pouvez le jeter en déchetterie. La déchetterie prend beaucoup de choses. Tout ce qui est ampoule, vous avez tout un tas de filières. Le mieux, si vous ne savez pas, vous appelez votre mairie qui, eux, vous diront que faire de vos déchets. Alors, pour éviter d'avoir des déchets, moi, je vais vous apprendre la méthode des 5 R. Refusez. Refusez tous les produits à usage unique, les emballages, dites non au superflu. Je vais vous donner un exemple. J'ai un sac à pain. Quand je vais à la boulangerie, il faut que je me batte avec ma boulangère pour qu'elle ne me mette pas mon pain dans un papier ou qu'elle n'emballe pas ma baguette dans un papier. Pourtant, ça lui ferait faire des économies puisque ce papier, elle l'achète. À chaque fois, il faut que je lui redise: «Non, non, pas de sac, pas de papier, j'ai mon petit sac». Donc ça, c'est valable un peu partout. Si vous n'en avez pas besoin, ne le prenez pas. Réduire la consommation des biens et de l'énergie. On peut vivre mieux avec moins. Donc ça, petite pensée pour Pascal Revon, qui nous apprend à être minimaliste. Éviter de surconsommer, acheter en vrac, local et acheter d'occasion. On trouve des choses énormes. Là, j'ai ma fille qui est actuellement, elle fait ses études sur Paris. Elle fait ses courses dans les rues en ce moment, comme il y a plus les éboueurs sont en grève. Elle a emménagé il y a 5 mois dans son appartement. Elle s'est meublée. Elle a trouvé 2 meubles en parfait état dans la rue. Donc elle les récupère, elle va les restyliser un petit peu à son goût et ça lui aura coûté quasiment rien. Et puis, elle n'a pas eu besoin de trouver un moyen de transport pour aller du magasin jusqu'à chez elle. Donc réutiliser, c'est un peu la même chose. Réparer ce qui peut l'être, plutôt que d'en acheter un nouveau. Il y a de plus en plus des repair cafés qui se créent. Pareil, renseignez-vous auprès de votre mairie. C'est des associations qui, avec des bénévoles, vous invitent à amener un produit défectueux. Et souvent, c'est juste un fusible ou un composant électronique à changer. Et ces gens-là peuvent vous aider à le faire, souvent gratuitement. Peut-être une cotisation à payer pour l'association, mais c'est vraiment dérisoire par rapport au prix d'un neuf. Recycler.
une fois que vraiment vous avez essayé de réparer et que ça ne fonctionne pas, plutôt que votre appareil électroménager, plutôt que de le jeter dans la poubelle, emmenez-le en recyclerie, ou en déchetterie. En recyclerie, ils peuvent essayer de le réparer. Ils ont, souvent beaucoup de matériaux, en panne, et avec plusieurs, ils peuvent arriver à en réparer un. Et derrière, ils peuvent le revendre vraiment pas cher. Les déchetteries aussi vont désagréger votre bien en plusieurs matières et récupérer les matières premières qui sont à l'intérieur, notamment tout ce qui est électronique. Il y a plein de métaux rares qui sont utiles. Et puis donc le dernier R, c'est rendre à la terre. Donc c'est composter les différents déchets organiques. Le compostage sera obligatoire à partir du 1er janvier 2024. Donc commencez à y penser. Alors pour la récup, oui Sylvia, attention aux punaises de lit. Oui, il faut faire attention, c'est quand même plus souvent dans la literie que dans les petits mobiliers. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc ouais, ces 5 R, essayez de les appliquer à votre hauteur, à votre possibilité. Soyez des colibris, faites un minimum et puis vous ferez avancer les choses. Alors, je vais vous parler également d'actions que l'on fait au sein de notre association. C'est que nos déchets, donc au départ, on ramassait les déchets et puis on les mettait dans un sac noir, et après le sac noir, on le mettait dans un container et c'était enfoui ou incinéré. Et puis après, on s'est dit, mais à la maison, on trie. On a des sacs jaunes. Donc, on prend des sacs jaunes maintenant et on fait le tri de nos déchets. Donc, tout ce qui est emballage, même une bouteille vide qu'on trouve dans la nature, et ben, tant qu'elle n'est pas complètement réduite en mini morceaux, ça peut être recyclé, donc on la met dans la poubelle jaune. Et puis on s'est posé la question de est-ce que nos déchets ne peuvent pas servir à autre chose et à quelqu'un d'autre. Donc on a commencé par les bouchons. Les bouchons, il y a des associations en France, il y en a partout en France. Donc vous avez Bouchons d'amour et Cœur de bouchon, qui récupèrent ces bouchons-là. Donc chez vous, quand vous avez des bouteilles d'eau, des bouteilles de lait ou de jus de fruits, ne jetez pas les bouchons dans la poubelle jaune. Alors maintenant, les bouteilles d'eau, ils ont clipsé le bouchon dessus pour qu'on ne puisse plus l'enlever, justement, parce que le bouchon tout seul ne peut pas être retraité. Il faut qu'il soit vissé sur la bouteille. Donc moi, je dis arrachez-le, ce truc-là, si vous pouvez, et puis mettez-le de côté, et puis trouvez les associations, les points de dépôt. Ces associations revendent les bouchons, les matières plastiques. C'est rebroyé et ça sert à refaire du plastique. Et avec l'argent qu'ils récupèrent, les associations, donc Bouchons d'amour et Cœur de bouchon, financent des fauteuils roulants pour des enfants handicapés. Donc c'est une bonne action. Vous pouvez faire la même chose, bouchons alimentaires. Alors non, Cœur de bouchon prend beaucoup de choses, les bouchons de lessive, de bouteilles de lessive, les couvercles pour ceux qui fument du tabac en vrac, vous avez des pots, ou les pots de poudre de lait de bébé, ou les pots de Ricoré aussi. Le bouchon en plastique, ils le récupèrent. Les bouchons, les couvercles en plastique de barquettes de beurre, ils les récupèrent aussi. Donc, vous voyez, renseignez-vous auprès de l'association, ils prennent beaucoup de choses. Mais c'est déjà un petit pas. Les canettes métalliques, on en trouve beaucoup. Il y en a beaucoup un peu partout. C'est de l'aluminium, majoritairement, ou de l'acier. La production de ce matériau est également très polluante, mais par contre, ça peut être fondu et réutilisé. Donc plutôt que de le mettre dans le sac jaune et que ce soit l'entreprise qui revende ces canettes et qui fasse un peu plus de bénéfices, pardon, moi je préfère les stocker, les donner à cette association. Alors cette association, renseignez-vous, il y a peut-être des antennes locales. Sinon, vous stockez si vous avez la place, ou vous créez une association pour les stocker. Et puis, vous allez chez un ferrailleur local qui va vous racheter ces canettes. Alors, soit vous gardez l'argent pour vous,
Ou alors, vous dites, c'est pour Canet Partage, et Canet Partage, en fait, avec cet argent, va aider des associations partout en France pour aider des enfants vulnérables. Donc, pour information, il y a 2 ans, le président est venu à Vichy il soutenait une association locale d'un enfant handicapé. Merci pour les liens, Chloé. Il soutenait une association locale et il est venu remettre un chèque de 1 000 €, ce qui est l'équivalent de 500 000 canettes recyclées. Donc, il distribue à peu près de 10 à 15 fois à 15 associations par an, un peu partout en France pour différentes associations. Donc, si vous connaissez des gens qui ont des associations qui pourraient aider des enfants vulnérables, vous pouvez aussi contacter Canet Partage et leur dire, voilà, j'aimerais bien que vous souteniez cette association. Et puis, dernier point dont je voulais vous parler, c'est l'entreprise TerraCycle. Donc TerraCycle recycle tout ce qui n'est pas recyclable, enfin une partie des choses qui ne sont pas recyclables. Je vous ai parlé tout à l'heure du principe pollueur-payeur. L'entreprise qui fabrique du dentifrice et des brosses à dents, c'est des matières non recyclables. La brosse à dents, c'est pas recyclable. Le tube en plastique, il est lui recyclable. Le tube de brosse à dents, il est recyclable, c'est un emballage. Mais l'année dernière, c'était pas recyclable partout. Donc cette entreprise paye des taxes à l'État. L'État reverse ces taxes à différentes entreprises pour des programmes de sensibilisation ou de recyclage. Donc TerraCycle a de l'argent et vous propose de créer une association à but non lucratif, et vous en faites ce que vous voulez après. Et vous vous chargez de collecter différents produits. Donc je vous invite à aller sur le site de TerraCycle pour voir un peu, il y a des points de collecte un peu partout. Et puis, avec ces programmes, vous financez ce que vous voulez. Donc, je vais vous donner l'exemple de l'association qui est à côté de chez moi, qui s'appelle Au cœur de Sam, qui a été créée par une dame pour venir en aide à un village au Sénégal. Donc, en fait, elle a voulu faire un échange avec son fils et pour faire une correspondance, pour que son fils connaisse autre chose que la France. Donc, au départ, c'était un échange de courrier. Et un jour, ils sont allés visiter le village et ils ont vu la pauvreté du village. Et elle a dit, je veux les aider. Comment est-ce que je peux les aider? Ils ont besoin d'argent pour faire des choses, mais j'ai pas envie d'aller voir les gens et de leur demander de l'argent. Donc elle a cherché, elle a trouvé TerraCycle et en fait, elle collecte actuellement, parce que les programmes changent, elle collecte les brosses à dents, les tubes de dentifrice. Donc pareil, les tubes de dentifrice, moi, au lieu de les mettre dans le sac jaune et que ce soit l'entreprise derrière qui revalorise ça et qui se fasse de l'argent en revendant le plastique, je le donne à cette association et c'est elle qui récupère de l'argent. Donc elle récupère également les bas et les collants qui sont broyés, déchiquetés, qui servent à faire du tissu. Elle récupère les capsules de Tassimo et de je sais plus quelle marque. Elle récupère tout ce qui est matériel d'écriture, tout ce qui est stylo bic, etc. Et derrière, c'est rebroyé et ça sert à faire, alors bic, ils font du mobilier urbain ou alors du matériel d'écriture. Ils font des équerres en plastique et des règles pour les enfants et qui donnent gratuitement. Donc tout cet argent qu'elle récupère, c'est à peu près 1 000 € par an. Donc elle est toute seule à gérer ça. Elle fait ça sur le bassin de Vichy et l'agglomération. Et elle arrive à récupérer l'équivalent de 1 000 €. C'est plusieurs tonnes de matière qu'elle réexpédie. Et elle a permis de financer un grillage autour de l'école de ce village au Sénégal, puisque les enfants, en fait, l'école est au milieu du village, le village est au milieu d'une route, enfin d'un chemin, qui sert à aller un peu plus loin dans le pays. Et du coup, il y a des voitures, des charrettes, un peu tout le monde passait dans la cour, donc c'était pas sécurisé pour les enfants. Et puis les enfants faisaient aussi un potager. Et le problème, c'est que ce potager, la nuit, était envahi de phacochères et de hyènes qui détruisaient un peu tout. Donc maintenant, c'est protégé, c'est grillagé. Ça a été fait en local. Donc le grillage a été, les poteaux ont été faits localement
dans le village, donc ça fait aussi marcher l'économie locale. Elle a également financé l'achat de 2 petits panneaux solaires qui permettent, d'éclairer l'école et d'alimenter un photocopieur, pour pouvoir faire des photocopies pour les enfants. Parce qu'avant, quand l'instituteur avait des photocopies à faire, il fallait qu'il aille au village le plus proche, qui se trouve à 30 minutes de route. Donc voilà, ça fait des économies, ça fait vivre un peu localement. Et puis vous pouvez donc, ces associations sont vraiment, vous allez sur le site de Terracycle, là je vous ai mis le lien directement qui aboutit sur la carte. Je vous le remettrai tout à l'heure dans la barre de conversation. Et vous avez tous les programmes qui sont autour de chez vous. Et là, vous pouvez contacter l'association, leur demander ce qu'ils récupèrent et comment l'aider. Donc voilà, c'est des petites actions qui permettent de diminuer un peu l'impact environnemental de l'homme. Merci Pascal, c'était super. Merci beaucoup. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était très inspirant. Je pense que ça va nous pousser à tous faire des efforts dans notre consommation au quotidien. Je vous mets à l'écran rapidement le petit questionnaire de satisfaction comme d'habitude, qui est très très important pour nous. Je vous mets également dans le chat, puisque du coup, il nous sert à avoir un retour sur déjà votre satisfaction et avoir éventuellement de nouvelles idées de conférences. Donc si par exemple, ce type de conférence avec Pascal sur l'écologie vous a plu, on peut éventuellement envisager d'aller plus loin sur le sujet. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire des petits retours, des petits commentaires, répondre aux petites questions. Et voilà, nous, on sera ravis d'avoir votre avis sur la question. Donc, je vous ai mis également du coup le lien dans le chat pour que vous l'ayez. Les autres projets du coup de Movadom, vous les avez à l'écran. Vous avez dans le livre audio et le podcast Ça déménage, qui a été réalisé par Gwendoline Cotrez et Isabelle Palassin. Donc vous avez du coup un livre audio et un podcast, comme je vous disais. Et le YouTube, c'est ce que vous disiez Pascal en début de conférence, qui vous permettra de voir le replay de cette conférence et des autres conférences qui ont déjà été réalisées. Donc je vous mets également le lien dans le chat. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On est évidemment preneurs. Désolée, j'ai lancé la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos petits commentaires et à liker la vidéo sur YouTube. On sera ravis également d'avoir vos retours. Hop. La prochaine conférence n'est pas une conférence, c'est un cours et ce sera de la sophrologie. Donc ce sera ce mercredi 22 mars à 14h30. Si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien en bas de page que je vous mets également dans le chat. Vous avez plein d'infos dans le chat, hein. Vous allez pouvoir rester sur la conférence encore longtemps après pour avoir accès à tous les liens, mais au moins vous avez tout. Merci à tous du coup d'avoir été présents aujourd'hui. Merci au CNSA pour son financement et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et au département des Hauts-de-Seine. Merci à tous d'avoir été là. Et puis vous avez à l'écran les liens d'inscription et le lien, l'adresse mail, pardon, si vous avez des questions ou des demandes d'informations, n'hésitez pas. Merci à tous et passez une très bonne journée.